l'idée de cette table ronde est d'essayer de faire un survol plus général sur l'incidence de l'électrification du parc routier français. Alors je ne vous présente plus Monsieur Duletin, je vais vous présenter Monsieur Duletin. C'est pas grave. Je vais vous présenter aussi. Et vous êtes professeur à l'Institut de... Vous êtes professeur à Grenoble, à l'Institut d'ingénierie de l'Université des Alpes. Et vous dirigez un groupement d'intérêt économique qui s'appelle l'IDEA, Inventer la distribution électrique de l'avenir. Vous vous occupez donc assez bien des questions de smart grid. Vous êtes trésorier de l'I3E, Power Energy Society au niveau mondial, et vice-président du même organisme. Vous êtes donc très proche de tout ce qui concerne les réseaux intelligents. Vous avez publié, et excusez-moi du peu, 250 articles dans des revues, et des revues internationales, souvent avec comité de lecture. Vous êtes donc une solidité dans votre domaine. Je vous présente plus rapidement, pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises, je vous présente à nouveau très rapidement Fabien Perdu, qui s'est déjà exprimé, donc je n'insisterai pas davantage. Je vais vous présenter par contre Didier Bloch, qui est en fait le responsable du service véhicule, c'est ce qu'on s'appelle véhicule électrique de demain, n'est-ce pas, au niveau du CA ici à Grenoble. Et comme M. Perdu, vous avez eu l'amabilité de recevoir tout un groupe hier qui a pu visiter le centre de recherche du CEA en matière de batterie et qui est tout à fait remarquable. Franchement, tous ceux qui ne sont pas venus devraient le regretter vivement parce que vous avez perdu un très grand morceau de bravoure. Voilà, et donc vous venez d'un fabricant de batteries allemand, Varta, ce qui donc montre l'éclectisme. Vous avez été recruté au CEA en 92 pour développer les accumulateurs au lithium, les batteries au lithium. Vous êtes chef donc maintenant du laboratoire des matériaux de batterie dans le domaine du stockage et de la conversion électrochimique de l'énergie. Vous êtes, alors ça c'est un point extrêmement important, vous êtes un expert, comment peut-on dire, agréé ou patenté auprès de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Vous savez que vous connaissez tous, je pense, ce qu'est l'Office. C'est pratiquement la plus belle partie des parlementaires, ce sont les plus intelligents qui sont voilà, et vous avez le privilège, enfin, ils ont l'honneur de vous avoir comme conseiller dans pas mal de domaines. Monsieur Haddad, je vais vous passer le micro. Si vous pouviez vous exprimer pendant une dizaine de minutes, vous avez un petit peu plus que les autres, puisque vous êtes déjà exprimé, et vous allez vous exprimer tout à l'heure. Très bien, merci. Bon, tout d'abord, je tiens à dire quelque chose sur le micro, il n'est pas branché. parce que j'ai aussi l'interférence avec mon téléphone. Bien, voilà, je crois qu'il marche bien. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation. Et je voulais juste indiquer, préciser que quand j'ai été invité à cette table ronde, et donc j'ai répondu avec plaisir, notamment à Hervé, il avait juste promis de me dire qu'il fallait que je vienne avec un gilet pare-balles. Donc en voyant les questions qui étaient posées à mes prédécesseurs, je me dis qu'il fallait que je vienne avec mon gilet pare-balles. Donc voilà, je ne suis pas venu avec mon gilet pare-balles, mais j'écouterai, comme disait mon ami Jean-Jacques là-bas, j'écouterai vos questions avec intérêt. Donc c'est plutôt ça. Alors, ensuite, ma place ici, effectivement, je suis, comme vous l'avez dit à juste titre, fortement impliqué dans les questions de smart grid.
Et dans les questions de smart grid, c'est un ensemble de la chaîne, hein, c'est-à-dire que vous avez évidemment toutes les questions qui sont posées par le mot variabilité des énergies renouvelables, et parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire intermittence. Donc du coup, je ne dis pas intermittence, je dis variabilité des énergies renouvelables, et donc qui ont un impact sur le système électrique important. Tout ce qui est maintenant la modification de ce qu'on appelle la courbe de charge, parce que la courbe de charge est quelque chose de fondamental dans la gestion du système électrique, puisque quand on met des sources de production, c'est parce qu'il y a de la consommation, et donc il faut répondre à cette consommation, sachant que, évidemment, dans la gestion du système électrique, il y a une équation de base, hein, qui est que, à chaque instant, il va falloir satisfaire la demande, c'est-à-dire avoir un équilibre parfait entre la production et la consommation. Et donc cette gestion, elle est liée au fait que, avec mon collègue, peut-être qu'il va dire le contraire, mais tout simplement, nous n'avons pas de stockage à large échelle, hein, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays, et surtout à un coût qui soit raisonnable. Donc ça nous oblige évidemment à une certaine gestion en temps réel, et ça c'est également le cas pour le véhicule électrique, puisque le véhicule électrique, comme ça a été présenté par les prédécesseurs, c'est qu'il a deux aspects. Hein. Il y a un aspect au-delà évidemment de toutes les questions industrielles, de toutes les questions évidemment de l'appropriation, et le véhicule électrique, du point de vue du système électrique, c'est qu'il a deux aspects. Il y a un aspect qui est global, hein, c'est-à-dire que sur l'équilibre lui-même, donc l'équilibre global, et donc la modification de la courbe de charge en question, et puis il y a un aspect qui est beaucoup plus localisé, et des aspects qui ne sont pas en réalité abordés, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, hein, sur des questions qui sont liées à l'impact sur le matériel. Hein. Donc il y a l'impact sur le matériel, notamment par exemple un impact important sur le vieillissement des postes, un vieillissement des transformateurs, et qui pose un réel problème au niveau de leur évolution. Donc on a ces aspects-là, et il y a deux parties. La partie qui est le réseau vers le véhicule. Donc on a tout ça avec les impacts que je viens de dire, et puis il y a la question évidemment de véhicules vers le réseau, ce qu'on appelle le V2J. Alors le V2J, bien entendu, on peut dire que le réseau, il a des gros besoins en termes de flexibilité, parce que, encore une fois, avec l'arrivée de toutes ces variables, enfin des sources variables, des ENR, et puis même la modification de la courbe de charge liée au pilotage des consommations, eh bien le réseau a de plus en plus besoin de flexibilité, parce qu'il doit répondre plus que ce qui a été par le passé, parce que les charges sont variables, et pour évidemment répondre à ces charges-là, donc la nécessité pour le réseau de répondre finalement à cette variété. Donc il y a le besoin de flexibilité dans le croissance. Alors on peut se dire également que du coup le véhicule, finalement, il peut être une source finalement de flexibilité. Et dans ce cas-là, on peut dire voilà, le véhicule c'est à la fois une opportunité et puis un risque. Hein, ce qu'on avait dit. On a un risque parce qu'il y a des impacts considérables, on n'a pas tous les impacts, et ça peut être également une opportunité, puisque dans le cas du véhicule vers le réseau, il peut y avoir un impact, une flotte de véhicules, ça peut être considéré comme étant une source virtuelle, on appelle ça une centrale virtuelle. Je vous dis par exemple, 10 000 véhicules, une flotte de 10 000 véhicules de 10 kW, ça vous fait tout de suite 100 MWh. Hein. Une flotte de véhicules de 10 000 véhicules à 40 kW, ça vous fait tout de suite 400 MWh. Donc ça fait quand même, ça peut théoriquement, je dis bien théoriquement, des chiffres importants. Mais quand il s'agit ensuite de gérer, je vous assure que c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Quand on dit effectivement que, et vous avez raison, le prédécesseur l'a dit également, c'est qu'on n'est plus dans une question de se dire est-ce que ça va ou ça ne va pas. On est effectivement dans une démarche industrielle, les chiffres le montrent, mais en même temps, c'est assez caractéristique. C'est à la fois dans un domaine industriel et c'est à la fois dans le domaine de l'expérimentation. C'est les deux à la fois. Donc c'est aussi l'expérimentation parce qu'on a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore une vision claire de ce que ça va être. Le véhicule, il a un impact sur un certain nombre d'écosystèmes, c'est l'écosystème des acteurs, de la régulation et tout ce que vous avez dit, mais aussi
il a aussi un impact considérable sur le système électrique dans sa globalité. Et si on ne s'y prépare pas, si on a quelque chose qui n'est pas maîtrisé, évidemment, on se retrouvera dans une situation difficile. Alors, encore une fois, vous l'avez dit, aujourd'hui, on est à 1,9, c'est ça, 1,9. De point de vue électrique, je peux vous dire, c'est même pas l'épaisseur du trait. Donc, c'est même pas l'épaisseur du trait. La seule différence, c'est quand il y a ce qu'on appelle les zones à haute densité électrique, puisqu'il n'y a pas à avoir des zones à haute densité électrique. Dans ce cas-là, on a effectivement des impacts sur la tension, encore une fois, sur la surcharge du transformateur ou le vieillissement. Donc ça, des cas très localisés. Dernier point, sur la recharge intelligente, parce qu'il y a eu des questions sur la recharge intelligente. On en a besoin. Donc la recharge intelligente, elle permet effectivement de permettre finalement d'optimiser les investissements sur le réseau. Il faut savoir que, vous l'avez dit, tout le monde l'a dit, le problème du véhicule électrique, il n'est pas la question du véhicule électrique, c'est pas en énergie, mais c'est en puissance. Donc c'est réellement en puissance. Il y avait un de mes collègues qui a fait un calcul juste pour donner l'image, ça ne va pas se passer, mais bon, si parmi les 5 millions de véhicules qui ont été projetés, ou les 9 millions, si vous avez 1 million qui est le samedi matin parce que c'est couplé avec des supermarchés, s'il y a 1 million sur une charge rapide à 43 kW, cela veut dire tout de suite c'est 43 gigawatts instantanés sur le réseau. Voilà, juste pour vous dire un nombre, je ne prends pas 5 millions, je ne prends pas 9 millions, donc je prends 1 million. Évidemment, il y a l'aspect stochastique, donc là c'est juste pour projeter, donc c'est des situations très variables, c'est du cas par cas, c'est beaucoup du cas par cas, c'est énormément de cas par cas. Donc pour la recharge, encore une fois intelligente, on en a besoin pour justement optimiser ce dimensionnement du réseau, sachant que le dimensionnement du réseau est lié à la pointe et donc à la puissance. Il y a eu une expérimentation extrêmement intéressante au Danemark. Ils ont fait sur une île une expérimentation où ils ont couplé le développement de véhicules électriques, donc en tout cas une flotte de véhicules électriques, et ils l'ont couplé avec une recharge rapide, enfin pas une recharge rapide, une recharge intelligente, avec l'éolien. De sorte que la journée, quand il y a du vent, on est en mode recharge, et puis le soir ça peut être, ou c'est pas que le soir, dès qu'il y a le manque de vent, le véhicule peut être en support au réseau. Pour ça, ils ont développé évidemment des signaux, parce que ça, c'est pour il faut envoyer des signaux, il y a des automates, mais bon, il faut envoyer des signaux aux consommateurs de façon à ce que les consommateurs puissent ils répondent finalement à ces signaux, que ce soit à la charge ou à la décharge. Et le but, bien entendu, c'est de recharger quand on a un excès et décharger quand on a un manque, et voire même si c'est sur la courbe de charge, ce qu'on dit, c'est de recharger dans la vallée, quand il y a le creux de la courbe de charge. L'expérience est extrêmement intéressante parce que, in fine, compte tenu de l'angoisse des consommateurs, ils ne répondaient pas du tout au signe. Ils arrivaient à 19h, ils chargeaient. Ils chargeaient et ils ne répondaient pas au signe parce qu'il y a une certaine angoisse d'être d'être à vide, donc la batterie est à plat, alors qu'ils auront besoin, ça peut être une urgence, ça peut être quelque chose. Et donc, d'abord, ils doivent être rassurés. Une fois qu'ils sont rassurés, ils peuvent éventuellement regarder les signaux. Donc c'était intéressant, et finalement, c'était le résultat qui était obtenu, c'était le résultat contraire à ce qui a été prévu, compte tenu finalement d'une réaction sociologique qui n'était pas forcément intégrée dans cette démarche-là. C'est pour ça que je finis avec ça, c'est que certes, on est effectivement à la fois dans une démarche de développement industriel, et donc ça part, mais on est aussi dans une démarche d'expérimentation, et ça continuera encore dans les expérimentations des élèves. Voilà, et puis avec cette vision, le dernier message pour moi, c'est que, toujours, et je le dis là où je suis, c'est que quand on regarde ces questions-là, et d'ailleurs la même chose pour les événements, entre guillemets, c'est qu'il faut s'il vous plaît éviter de regarder par segments, c'est uniquement le véhicule tout seul, isolé du reste, le NR isolé du reste. Il faut avoir une vision de l'ensemble et une vision système. Sans la vision système, on n'avancera pas. Merci beaucoup. Alors, un autre aspect du développement industriel, du développement de la mobilité électrique,
c'est celui des batteries, de la fabrication des batteries, et je pense que vous êtes un expert dans ce domaine. Oui, bof. Je voudrais juste revenir à l'instant sur ce qu'on appelle dans ce milieu le range anxiety, c'est-à-dire la peur de manquer et de ne plus pouvoir utiliser le véhicule alors qu'on en a besoin. Et c'est un critère clé, comme vous l'avez indiqué, qui va faire que le véhicule électrique va être un succès ou pas. Et dans la réflexion qu'on doit avoir, il est important d'imaginer quelles sont les possibles solutions pour répondre à cette angoisse légitime qu'a le consommateur. Et parmi celles-là, une des solutions qui se dégage, j'ai arrivé à micro au cerveau, c'est d'avoir toujours sous le coude un parachute de secours. Et le parachute de secours, ça peut être un moteur thermique ou un moteur comme on voudra, qui va permettre, quoi qu'il arrive, de pouvoir, même lorsque la batterie est vide, continuer à rouler. Dans ce contexte-là, on peut revenir sur les premiers éléments qui ont été donnés, et dont on a déjà parlé un petit peu hier, tant pis, on fait un peu de redite. Si on a un parc de véhicules de type hybride rechargeable qui embarque chacun 10 kWh d'énergie, on se souvient tout à l'heure que le kilométrage moyen qui a été indiqué, c'est de l'ordre de 30 km par jour, l'aller-retour, domicile-travail. Donc on a besoin en gros de 4 kWh, sur les 10 on va dire 5. Ça veut dire que quand on rentre le soir chez soi, alors qu'on n'a pas rechargé, ce qui aurait pu être le cas, le véhicule sur le parking de l'entreprise, il reste encore en moyenne 5 kWh dans la batterie. Et ces 5 kWh peuvent être utilisés par le réseau, sachant que pendant le reste de la nuit, qui sont utilisés à 19h quand on rentre chez soi,